maintenant avec notre dernier bloc qui porte sur la recherche. Et je vais laisser le professeur Vélé vous donner les informations quant au nom des personnes qui participent et à la recherche à Maurice. Je me présente encore une fois, Vélé Pucci, donc je suis professeur associé au MIE. Je suis doyen de la faculté des arts et des sciences humaines et je vais donc animer ce volet sur la recherche. Je vais présenter brièvement mes collègues qui sont à ma gauche et puis après, chacun va intervenir. Je vous expliquerai les modalités de cette présentation. Chacun va intervenir par rapport à leur domaine des recherches. Et puis après, on va ouvrir une séance entre nous, table ronde, c'est-à-dire on va discuter entre nous-mêmes en se posant des questions et répondre à ces réponses-là. Et après, on va ouvrir l'audience à la salle pour recevoir des questions quant à la recherche au MIE de manière générale. Donc, à ma gauche, Evelyne Quignou-Wamel, qui est chef du département français, professeur associé au MIE. Et elle est donc des formations langue et littérature française. Et à ma extrême gauche, Anwar Ramjoun, qui est aussi professeur associé au MIE, qui est responsable de l'unité des recherches, la recherche unit au MIE, et qui est aussi doyen de la faculté des mathématiques et des sciences. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais probablement vous expliquer, je pense que c'est une question que vous vous posez également, pourquoi c'est volé sur la recherche par rapport à toutes ces activités qu'on a eues depuis les débuts. Il n'y a pas eu d'atelier concernant la recherche au départ, mais pour que vous puissiez comprendre la nécessité de réfléchir par rapport à tout ce qui a été fait, il est important pour nous d'aborder ce volet de la recherche pour faire un bilan de l'état des lieux de la recherche que mon collègue Anwar Ramjoun va faire tout à l'heure. Et puis en même temps, on va présenter les perspectives et faire comprendre à toute l'audience, ici et à travers vous, tous les acteurs et les actrices dans le secteur de l'éducation, de saisir bien l'importance de la recherche. Parce qu'on a trop souvent tendance à croire, quand on parle de recherche, que c'est réservé à des doctorants ou des gens qui sont inscrits en PhD, alors que les gens du terrain, surtout les enseignants du primaire et même du secondaire, ont beaucoup à apporter par rapport à la recherche. Pas nécessairement qu'ils sont obligés de s'inscrire dans une étude doctorale. On peut toujours faire des collections de data, présenter ça comme un paquet de recherche, qui vont pouvoir servir à d'autres qui sont impliqués dans la recherche, qui sont des universitaires, pour avoir accès à ces données-là et utiliser dans les projets de recherche. Donc, on a pensé inclure ce volet de recherche. Je ne sais pas si on a bien fait des événements à la fin ou au début. Tout à l'heure, à la fin de cette session, on aura peut-être des réponses, des propositions, des recommandations pour l'avenir par rapport au projet à prendre. Parce que avoir un volet de recherche, c'est comme si on était en train de réfléchir, on est en train de philosopher sur le système d'éducation et en même temps sur tout ce qu'on a rencontré par rapport à toutes ces thématiques qu'on a été présentées et les ateliers qu'on a dirigés également, pour voir est-ce que la recherche serait mieux avant, en amont ou après, comme bilan par rapport à tout ce qui a été dit au courant de ces 11 ateliers qu'on a dirigés. Je voulais vous parler peut-être des tendances actuelles de la recherche, tout niveau confondu. C'est qu'on a peut-être trop tendance à vouloir croire que faire la recherche, c'est nécessairement appliquer des théories qui ont été produites ailleurs, pas nécessairement à Maurice, parfois aussi par nos théoriciens mauriciens, et l'implémenter dans une école primaire ou secondaire, ou dans une classe, pour faire soit une recherche-action, soit une étude des cas, et ensuite apporter une conclusion. Alors que la recherche, fondamentalement, vise à apporter ce qui est affiché là, c'est l'innovation pédagogique. Mais très rarement, on voit, dans les travaux de recherche, on a l'impression que c'est une répétition. Les mêmes théories qui s'appliquent dans différents terrains, et parfois même avec une conclusion, comme on dit en anglais, happy ending, tout le monde était content, ça s'est bien passé, et les élèves ont même demandé la suite ou même plus. Alors que dans la réalité, on sait très bien ce qui se passe. Je dis ça en pensant à nos étudiants, parce que la recherche, c'est aussi pas seulement ceux qui sont inscrits dans les recherches doctorales. Nous avons aussi des chercheurs ou un millier qui commencent par exemple avec les billets
Auparavant, c'était les PTC, mais on ne le fait plus parce qu'ils travaillent sur des portfolios, c'est beaucoup plus pratique et pragmatique. Et on a aussi les MPhil et même au-delà au MBA. Mais les gens qui faisaient la recherche, les étudiants, stagiaires, enseignants qui faisaient la recherche chez nous, avaient cette tendance, même malgré les contraintes en termes de temps, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps, et en termes d'accès sur les terrains ou d'information, ou peut-être même parce qu'ils sont des débutants en tant que chercheurs, on les prépare pour entrer dans les domaines de la recherche, mais pas nécessairement pour produire un travail de recherche qui est fait par quelqu'un qui est dans le domaine doctoral. Mais ici, la tendance est de vouloir appliquer ces théories qu'on prend un peu au hasard, à gauche et à droite, et trouver un public où on va faire l'implémentation et sortir une conclusion et produire quelque chose qui va dormir malheureusement dans les tiroirs. Nous, ce qu'on veut, c'est à travers ce volet de recherche, c'est à travers les cadres de l'éducation et les représentants des différentes institutions qui sont là, c'est de disséminer, comme on a fait pour les autres ateliers, c'est commencer à faire comprendre à nos enseignants qu'ils pourraient peut-être contribuer davantage dans la recherche parce qu'ils sont des acteurs de terrain. Ils connaissent mieux que nous qui sommes dans les institutions supérieures le terrain dès l'enseignement. Et la recherche, ce n'est pas simplement produire des grandes théories, mais c'est aussi faire une cumulation et un partage des données, qu'est-ce qui se passe dans les écoles, qui pourraient être accessibles à nous dans les domaines de recherche. Très souvent, on nous fait la reproche. C'est ce qu'on fait au MAI quand on va dans les écoles, il n'y a pas de lien entre. Quand on rentre dans les Stafford, on dit souvent oubliez MAI, parce que là, c'est l'autre réalité. Ils n'ont pas tort, on les reconnaît. Mais quelque part aussi, ce n'est pas leur faute ni notre faute. C'est parce qu'il n'y a pas ces liens qui établis entre les gens de terrain et les gens qui font de la recherche, et les gens, les pédagogues de MBA et les enseignants du primaire et du secondaire. Notre intention, parce qu'on avait fait une première rencontre, peut-être c'était pour Miboul qui est là, dans les lectures qui étaient avec Micheline, quand on avait fait la première rencontre, faire un état des lieux, où on en étant par rapport à la recherche, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de contraintes, parce que les enseignants se plaignent beaucoup, ils ont trop à faire par rapport à l'emploi du temps, donc ils ne peuvent pas se consacrer. On avait fait cette proposition, le ministère doit revoir un tout petit peu, trouver cette possibilité de libérer les gens qui puissent s'engager dans la recherche. Et non pas avoir un emploi du temps hyper chargé, mais soit qu'on ne peut pas se consacrer à la recherche. On reviendra sur les différentes contraintes, parce que je pense que ça viendra de vous-même, vous allez proposer ces contraintes qu'on va prendre en considération pour faire des recommandations par rapport à la recherche. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est ce que je vais vous dire par rapport à cela, que notre objectif avec la recherche, c'est justement obéir à cette tendance, c'est l'innovation pédagogique. Pourquoi faire de la recherche? On part d'une intuition. On a un terrain d'études, on étudie, on observe un système éducatif qui, a priori, marche normalement. Mais puis, intuitivement, on se rend compte qu'il y a probablement une faille, entre guillemets, quelque part. Alors, on va venir avec une proposition, une hypothèse. On va chercher des théories à gauche, à droite, dans des manuels, dans des livres, etc. On va essayer de voir comment on peut contextualiser cela, l'appliquer sur notre terrain. Implémentation à travers des discussions plans, comme on dit, c'est souvent le cas, c'est traditionnel. Et à partir de là, on va sortir une conclusion et des recommandations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais très souvent, il n'y a pas d'innovation. Or, l'objectif fondamental de la recherche, c'est justement d'innover. Et c'est pour ça que j'ai posé la question, si on avait un volet de recherche avant, en évitant des gens qui sont embarqués dans la recherche par rapport en éducation, bien évidemment, ça aurait probablement guidé les ateliers qu'on a eus pour voir un tout petit peu plus l'innovation. Pourquoi je l'ai dit ça? Parce que j'ai entendu des échos après. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a implémenté. C'est pas nécessairement intégralement nouveau, c'est pratique déjà dans l'école. Mais il y a quand même du nouveau dans ce qui a été présenté. Mais probablement la recherche en amont aurait mieux orienté tous les projets à prendre, toutes les activités qu'on a. Mais ça reste à réfléchir. On pourrait considérer ça dans un autre volet, dans un deuxième volet qui va probablement venir après. Je ne vais pas trop monopoliser les micros et la parole. Je vais passer la parole à mon collègue Anwar Ramjoun, qui est donc, je le rappelle, chef de l'unité de recherche, des responsabilités de recherche pour MBA. Il a
les données, tous les data en tête. Il va pouvoir. Oh, voilà, je sais. Et après, notre collègue. Comme a dit Vel, je suis responsable de la recherche au MIE. Donc, il faut comprendre que la recherche est partie intégrante des opérations académiques au MIE, parce que nous sommes censés mettre en application la politique du gouvernement en ce qu'il s'agit de la recherche. Donc, nous sommes régulés par la commission de l'enseignement supérieur qui nous demande des retours sur les nombres de publications et le nombre de projets de recherche que nos collègues sont amenés à contribuer. Donc c'est une responsabilité lourde, mais c'est faisable. Le MAI, l'unité de recherche au MIE est en mode de réflexion sur les nouvelles perspectives que la recherche pourrait prendre dans les années qui viennent, dans le futur en général. Si vous avez vu sur cette diapo, pendant tout ce temps-là, nous étions plutôt focalisés sur les aspects individuels, des initiatives individuelles qui sont comportementalisées. Donc, par exemple, moi, je travaille dans un département de sciences, dans ma recherche, et pour moi, en train de comprendre la pédagogie relative aux sciences et technologies. Mais c'est aussi quelles sont les approches pédagogiques avec l'apport de la technologie qui devient quelque chose d'intégrant dans les pédagogies, dans les situations des classes. Nous sommes en train aussi de réfléchir comment cette technologie qui est innovante pourrait contribuer à innover les pratiques pédagogiques. Donc ce sont des choses qui se fait qui a été fait pendant tous ces temps-là. Et en termes d'approche méthodologique, je dirais que nous étions limités par rapport au type d'études des cas et recherche d'action qui visait à essayer de permettre à nous et à vous, les enseignants, d'améliorer vos pratiques dans vos fonctions et essayer de contribuer comment améliorer ces pratiques de classe ou chez nous dans la formation des enseignants. En termes d'études des cas, c'est surtout comprendre les problématiques qu'on fait face dans nos situations, dans nos pratiques, dans nos fonctions, et même dans la société. Donc il y a des thématiques sociétales, type environnemental, durabilité, sexualité, changement, crise climatique, je ne dirais pas changement climatique, maintenant on parle de crise climatique. Donc voilà un petit peu les thèmes qui sont à la fois conceptuels et aussi méthodologiques. Donc l'année dernière, en 2023, novembre, nous avons fait une semaine de réflexion sous forme de Research Week, où on a abordé avec tous nos partenaires locaux, régionaux et internationaux sur les perspectives que le MIE pourrait prendre dans les années à venir sur ce mandat de la recherche. Donc nous sommes venus avec quelques pistes de réflexion et donc au lieu de se contenter sur une comportementalisation, nous voulons maintenant se concentrer plutôt sur l'interdisciplinarité et pas seulement interdisciplinarité mais aussi interinstitutionnelle parce que la commission de l'enseignement supérieur qu'on appelle ici le Higher Education Commission finance majoritairement les projets de recherche qui ne sont pas individuels, mais plutôt collaboratifs et interdisciplinaires. Donc, si vous avez un projet individuel, il y a à côté un projet qui est interdisciplinaire et collaboratif, donc ce deuxième projet aura plus de chances d'avoir le financement que le projet individuel. Donc voilà un petit peu. Et la commission de l'enseignement supérieur met aussi leur phase sur la recherche qui a un impact sur la société, sur l'environnement, sur l'éducation et sur la politique de l'éducation en général. Donc voilà un petit peu ce que le MIE est en train de se positionner aux exigences du gouvernement, de nos décideurs par rapport à la recherche. Maintenant, en termes de méthodologique, au lieu de se consacrer seulement sur les études des cas et la recherche d'action, nous sommes en train d'essayer d'aller sur le terrain, comme l'a dit Vel,
très bien dit. Nous sommes en train d'aller sur le terrain, donc à essayer de faire des études ethnographiques et aussi des études phénoménologiques. Donc pour cela, nous avons des contraintes qu'on va aborder plus tard lors de notre table ronde. Je vous laisse le soin de nous poser des questions, on va rebondir sur ces questions-là. Et en termes de quoi d'autre, je sais pas, oui. Donc on ne veut pas rester au sein de notre frontière. On veut sortir de l'île Maurice et essayer d'aller au-delà de nos horizons. Et donc le MIE a facilité les échanges, les mobilités et le travail de recherche en collaboration avec d'autres universités qu'on a, par exemple le Dublin City University, l'Université de Tours, l'Université de Bordeaux, l'UCL, l'Institute of Education, l'Université de KwaZulu-Natal, au Pays Basque. Bon, il y a une liste. Donc, c'est pour vous montrer que nous sommes dans cette perspective d'internalisation de la recherche. Donc, nous ne sommes pas seulement limités selon Cheryl Maurice, mais nous sommes en train de travailler avec d'autres collègues dans d'autres universités à l'étranger pour montrer cette internationalisation que préconisent toutes les instances internationales. J'arrêterai là, donc je vais continuer plus tard. Merci. Merci Anna pour cette présentation très riche d'ailleurs qui nous amène à réfléchir par rapport à tout ce que tu as dit. Je vais relever peut-être deux petits détails. Tu parlais de la recherche action et des études des cas. Tu te souviendras probablement, les autres collègues de MAI aussi, dans les temps, on avait la possibilité de conduire des recherches avec bien évidemment des étudiants à travers une autre méthodologie, si on pourrait appeler ça une méthodologie, c'était des propositions pédagogiques. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de faire une recherche qui serait implémentée dans des écoles. Les stagiaires enseignants avaient la possibilité, par exemple dans les domaines de littérature, comment enseigner Molière, un exemple classique, sans qu'on ait besoin d'aller l'implémenter. C'est-à-dire ils vont trouver des théories contextualisées pour pouvoir, mais malheureusement ces types de recherches n'est plus d'actualité de nous autres. Et puis je relèverai également de ce que tu as dit par rapport à l'internationalisation, qui est une spécificité de notre recherche, et c'est aussi d'ouvrir les frontières, et c'est aussi interdisciplinarité, qui est les tendances de la recherche. Je parlais au début des tendances de la recherche, c'est justement ce qui caractérise les tendances de la recherche de nos zones, OMIE comme MIE. Surtout OMIE parce qu'il est question des recherches en éducation, qui est encore plus spécifique. Je vais maintenant passer la parole à Evelyne qui va brosser un tableau des recherches qu'elle a dirigées, qu'elle a fait par rapport à peut-être l'éducation inclusive également, et en même temps la littératie, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Vel. Moi, ce que je voudrais partager avec vous, donc vous voyez qu'il y a un sujet. Donc l'exploration de la multicompétence de l'enfant plurilingue en situation de bilittératie en vue de favoriser l'inclusion scolaire. Donc c'est un sujet auquel j'aimerais bien vous inviter en fait à réfléchir parce que de par mon travail au MAI, la formation des enseignants, je me suis intéressée il y a plusieurs années, plus de 10 ans, à la question des difficultés que les enfants rencontrent quand ils apprennent à lire et à écrire. C'est quand même un sujet qui est toujours d'actualité. Et puis je me rappelle qu'il y avait quelque chose en fait qui m'avait frappée, c'est qu'il y avait un enfant, il y avait le mot en anglais church et le mot était écrit et il m'a dit je ne peux pas lire ce mot mais je sais ce que ce mot veut dire. Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, église. Alors ça m'a frappée parce que je me suis dit que on aura beau en fait prendre toutes les théories qui existent sur comment les enfants apprennent à lire, comment enseigner à les enfants à apprendre à lire, les difficultés, les facteurs, etc., etc. Mais qu'en est-il de notre contexte? Et il ne faut pas oublier en fait que nous sommes dans un contexte qui est très particulier. Et c'est ça qui m'a amené en fait à faire ma recherche doctorale sur comment les enfants, donc là j'ai pris un groupe d'enfants de 10 ans, grade 5, utilisent la compétence plurilingue pour deviner et comprendre le sens d'un mot, d'une phrase, d'un texte lorsqu'ils sont engagés dans des activités de lecture, que ce soit en français, en anglais et en créole. Donc vous voyez déjà qu'il y a ces nouveaux termes là, donc vous avez compétence plurilingue, vous avez aussi ce terme qui n'est pas très courant en Maurice, bilittératie et multicompétence. Tout d'abord,
Il faut comprendre que quand on utilise le terme plurilingue, en fait, ça renvoie au terme qu'on utilise en anglais, donc dans les études anglo-saxonnes, ça correspond au multilingual. Okay. Parce qu'en français, le mot multilingue a un sens légèrement différent. Deuxièmement, il faut aussi qu'on puisse en fait dépasser le sens que nous connaissons de ce qui fait un enfant plurilingue, une personne plurilingue. On a tendance à penser à la définition, c'est un individu qui parle deux ou plusieurs langues. En fait, il faudrait qu'on aille vers plutôt l'emploi que cette personne fait de toutes les langues qui se trouvent dans son répertoire pour les besoins de sa vie de tous les jours. Et d'ailleurs, nous avons quelqu'un qui a donné une définition qui me semble très appropriée. Donc, cette personne dit qu'un plurilingue, en fait, utiliserait des formes variées où nous sommes amenés à utiliser plus d'une langue sur les plans sociaux, institutionnels et individuels. Voilà. On n'utilise pas juste une langue pour parler, on n'utilise pas juste une langue pour faire telle chose, on utilise une langue dans la vie de tous les jours. C'est pas juste pour apprendre une langue pour elle-même. Il y a aussi cet aspect donc emploi. Et là, en fait, pour l'étude doctorale, c'est inscrit dans un changement de paradigme, perspective de recherche en plurilinguisme et délittératie. Donc, ce changement de perspective, en fait, pendant longtemps, c'était une perspective monolingue, d'accord, qu'il fallait qu'on puisse parler comme un natif. Et après, on est parti vers cette perspective plurilingue qui s'intéresse non plus à ce que l'enfant plurilingue ne peut pas faire, mais ce qu'il peut faire différemment. Et là, on commence à s'intéresser au plurilingue pour ce qu'il est. Autre chose, le profil plurilingue, et quand on s'intéresse aux compétences plurilingues, on ne les perçoit plus de manière négative. On n'arrête pas d'entendre ce mot, interférence. Transfert négatif du créole sur le français. Mais il n'y a pas que du transfert négatif, il y a aussi du transfert positif. Soit on a tendance à ne pas voir cet aspect-là. Excusez-moi. On a tendance à ne pas voir cet aspect-là. Mais dans ce changement de paradigme, ce qui se passe, c'est qu'on va plutôt s'intéresser au transfert positif. Tout ce que l'enfant apprend dans une langue, en fait, il est en train d'utiliser ses connaissances pour transférer sur une autre langue. Et ce faisant, en fait, il est en train d'utiliser ce qu'on va appeler donc des compétences plurilingues. Aussi, c'est important aussi qu'on parte de cette représentation. Donc pendant longtemps, on considérait qu'un plurilingue, un biplurilingue, c'était en fait la somme de... On a mis deux monolingues dans la tête d'une seule personne. Ce n'est pas vrai. Parce que quand on est biplurilingue, on ne peut pas séparer ces deux langues. Il y a toujours une interaction dynamique qui se passe entre ces deux langues. Et en fait, donc il y a ce chercheur Grosjean qui va parler qu'il faudrait qu'on regarde le plurilingue comme une perspective holistique, en tout, et non pas de manière fragmentaire. Et aussi, donc je parlais de multicompétences tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est l'interaction dynamique des langues dans la tête d'une personne plurilingue. Et comment cette personne, en fait, va utiliser ces langues-là pour apprendre à lire, par exemple. Ouais. Et là, je dois quand même mettre en avant ce qui fait la singularité du contexte mauricien. On ne peut pas faire abstraction de ça. Nous évoluons dans un contexte où les enfants mauriciens apprennent à lire dans deux langues de manière simultanée. D'accord, qu'on appelle la bilittératie simultanée, parce que ce n'est pas la même chose que d'apprendre une langue et d'apprendre une deuxième langue. C'est un autre échelonnement qui se fait. Et là, vous avez ces enfants qui vont apprendre deux langues de manière simultanée, sans nécessairement apprendre à lire dans la langue première. Voilà, c'est notre cas à Maurice. Et souvent, en fait, donc, ces compétences de lecture, par exemple, si le créole est la langue première, ces compétences, en fait, ils vont les développer, ils vont apprendre à lire en créole de manière formelle seulement s'ils ont choisi cette langue en option. Donc, ce n'est pas une langue qui est obligatoire, tandis que l'anglais et le français sont des langues obligatoires. Je vous apprends bien. Mais il faut qu'on rappelle quand même cette singularité. Alors, ce contexte singulier fait qu'on doit en tenir compte de ce contexte de manière à voir. Nous sommes dans une situation. Qu'est-ce qu'on fait?
pas s'arrêter là. Il faudrait qu'on puisse voir comment on va optimiser en fait les compétences plurilingues que ces enfants sont en train d'utiliser et de mettre en place. Et quand je dis cela, parce qu'en fait, ma recherche doctorale, c'est une recherche empirique, c'est fait sur le terrain. Et les informations que j'ai collectées, les résultats que j'ai mis en avant, c'est pas moi qui le dis. C'était la voix des enfants. C'est ce que les enfants ont partagé avec moi. Et vous serez surpris de tout ce qu'ils m'ont appris, ces enfants-là. De tout ce qu'ils avaient à me dire en termes de qu'est-ce qu'ils faisaient, quelle stratégie ils utilisaient, comment ils passaient d'une langue à l'autre, et pourquoi est-ce qu'ils faisaient telle chose, comment ils reconnaissaient un mot, comment ils avaient compris le sens d'un texte d'une langue à l'autre, ils expliquaient tout ça. Mais bien sûr, il faut quand même les guider parce que de manière à qu'on puisse avoir des informations. Sinon, bon, ils vous racontent leur vie. Bon, c'est pas grave. Donc l'idée c'est de, comme on est dans une situation particulière, c'est de réfléchir à comment optimiser cette situation donc des enfants qui ont des compétences plurilingues de manière à les formaliser pour qu'on puisse en fait favoriser l'inclusion scolaire. Juste quelques exemples de comment s'est manifesté en fait ces compétences plurilingues à multi-compétences. Nous avons notamment le transfert positif, ça c'est quelque chose que vous avez certainement observé à l'école. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce transfert, par exemple, au niveau des mots, ça ne se fait pas seulement du créole au français, du créole à l'anglais, ou du français vers l'anglais, etc. Ça se fait entre n'importe quelle langue. C'est-à-dire que ça peut se faire entre de l'anglais au français. Ça peut se faire aussi si l'enfant, par exemple, a cette langue, choisit notre langue optionnelle, le hindi, ce que j'ai observé, c'est que le transfert se faisait aussi entre le hindi et l'anglais, et inversement. Et on peut voir aussi comment les enfants, donc, ils utilisent ce qu'on appelle la conscience métalinguistique. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement en fait, ils sont conscients des similarités et des différences entre les trois langues, 3 ou plus langues qu'ils côtoient. Et ils peuvent dire pourquoi c'est un mot français, parce qu'il y a l'accent aigu, en anglais il n'y a pas d'accent aigu. Pourquoi c'est un mot créole, parce qu'on l'écrit comme ça en créole, on n'écrit pas comme ça en français. C'est un peu ce qu'ils m'ont dit. Et aussi comment ils font le scaffolding, les pliages entre les plusieurs langues pour apprendre à lire. En termes de sons, en termes de syntaxe, la structure de la phrase, en termes aussi du sens de ces mots-là. Et comment ils utilisaient les vrais amis, bien sûr, comment aussi des fois ils utilisaient les faux amis, mais après, il s'agit de pouvoir réfléchir en fait au moyen de comment capitaliser, comment optimiser sur ces compétences que les enfants ont, de manière à pouvoir ne pas les amener à se sentir comme amoindris parce qu'ils ne parlent pas comme un natif anglais, ils ne parlent pas comme un natif français, mais plutôt voir, puisqu'ils ont toutes ces langues à leur disposition, comment ils peuvent utiliser ces langues-là de manière structurée, d'accord, et pour les aider à apprendre à lire. Voilà. Merci. Merci Émilie pour cette présentation et cette perspective langagière de l'apprentissage et de l'enseignement. Je voudrais, en marge et en complémentarité à tout ce qu'elle vient de dire, soulever la question sur la place de la littérature dans l'enseignement et aussi dans la recherche. Je parle de littérature française, mais je pense que ça concerne également toute littérature. Peut-être qu'on devait réfléchir. On sait déjà, c'est pas nouveau pour vous, que la littérature est en perte des vitesses, peut-être. Ça peut pratiquement disparaître. Mais je ne sais pas si vous avez demandé pourquoi ça se passe ainsi. Est-ce que c'est la faute aux enseignants, ou les livres sont trop exigeants, ou les enseignants ne sont pas prêts, les élèves ne veulent pas passer à la lecture. Mais en tous les cas, on a tous une part de responsabilité. Et je crois que c'est un terrain qui invite aussi à la recherche, comme les terrains qu'elle vient de proposer, qui s'ouvrent au domaine de la recherche. Et à l'heure actuelle, quand je vais faire des visites des écoles, des classes, ou des stagiaires, souvent dans les classes de littérature, je me rends compte qu'il n'y a pas de différence entre l'enseignement de la littérature et la lecture et compréhension dans une classe des langues. Trop souvent, surtout quand la littérature est déplacée à la dernière période de vendredi après-midi, c'est pour que les enfants s'installent les fruits à l'arrière, en sent monter le dernier concombre et les ananas, pendant que le prof est endormi lui-même sur la lecture de ses textes.
C'est ça qui a posé des problèmes lorsque, au MIE, on a voulu renouveler un tout petit peu les manuels scolaires concernant la littérature française, proposer quelque chose de nouveau, parce que les enseignants eux-mêmes étaient les premiers à manifester une certaine réticence, parce qu'ils voulaient que les manuels correspondent pratiquement de la même manière à ce que propose le questionnaire de la SIE-DHSC. Donc, lire et répondre à la question. Mais ce n'est pas ça l'enseignement de la littérature. C'est développer l'écoute et la lecture, l'envie des découvertes, les sentiments, les sensations, l'empathie, comme on l'avait parlé ce matin, à travers les textes littéraires. C'est la découverte. D'où l'introduction de l'initiation à la littérature en grade 7 qui n'existait pas dans les contextes mauriciens, qui a été très mal accueilli au départ. Je suis à l'origine de ces manuels-là, je sais très bien à quoi j'ai dû me confronter pour faire passer cette initiation qu'on n'avait pas bien compris dans les écoles. Ceux qui sont responsables des éducateurs doivent comprendre. Quand on a conseillé aux enseignants de ne pas proposer des évaluations aux élèves parce qu'il s'agit d'initiation, mais malheureusement c'est comme ça, on doit l'accepter quelque part. Le système n'existe que pour donner des points, il faut évaluer les élèves. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Mais le fait d'évaluer l'élève, on est en train de détruire les processus, l'objectif même de l'initiation de la littérature. Ça se pratique dans d'autres écoles francophones ou françaises à Maurice, mais dans le système mauricien, ça n'existait pas l'initiation de la littérature. Mais maintenant, ça commence à faire son bouche. Ceci pour vous dire que on doit inviter ces gens de terrain à réfléchir par rapport que faut-il faire à travers la recherche, à travers les pratiques enseignantes pour pouvoir redonner ce dynamisme à la littérature, au texte littéraire, reprendre sa place au sein du système scolaire. Ce n'est pas un texte qui est destiné à la lecture-compréhension, c'est un texte qui fait éveiller un autre monde. On sait très bien qu'à travers les textes littéraires, on voit le monde différemment. Il faut pouvoir le stimuler. On croit que la littérature n'apporte pas quelque chose de plus, alors que ça ouvre l'esprit des enfants dans les domaines des sciences humaines et comprendre les mondes différemment, comprendre ses prochains différemment. Mais malheureusement, c'est relégué au second plan et on met ça de côté. On doit donc, l'invitation que je lance, c'est de réfléchir et de voir comment vous pouvez proposer à vos personnels dans le système éducatif d'essayer de faire quelque chose, s'embarquer dans la recherche. Même lorsque ça s'est fait, je sais très bien, je parle de ceux qui sont stagiaires chez nous, qui ont été stagiaires chez nous, quand ils font des recherches en littérature, c'est très souvent aller emprunter une analyse critique qui existe quelque part. On va essayer de décortiquer, de réécrire dans ses propres mots et proposer, voilà, combien d'analyses critiques existent sur un texte comme un livre classique Molière. Mais on continue à les faire parce que c'est accessible, c'est facile. On ne va pas réfléchir sur un auteur difficile qui sont au programme. Même dans le choix des textes au programme, on va aller là où c'est facile pour l'enseignant d'abord, plutôt voilà. Parce que ça facilite le travail. On ne veut pas faire cet effort parce qu'on ne comprend pas ce qu'on gagnerait en allant vers l'inconnu en termes de littérature. Il y a un discours qui manque dans le système scolaire concernant la place de la littérature, du texte littéraire pour les enfants. C'est pour le développement personnel. C'est pour faire de cet enfant un adulte responsable de la société de demain, qui est préconisé par l'UNESCO dans la définition de l'éducation. Mais on oublie ces volets-là. Et à travers ce volet de la recherche, à travers cet objectif concernant l'innovation pédagogique, il faut prendre en compte non seulement les savoirs qu'on transmet aux enfants, non seulement les savoir-faire, mais les savoir-être qui reposent beaucoup dans la connaissance, dans le terme de littérature. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'espère vous avoir convaincu la nécessité de trouver une place pour la littérature. On va ouvrir tout à l'heure le débat, mais là, on va peut-être à notre niveau. Voilà. Il vous reste 10 minutes. Pardon. Il vous reste 10 minutes. Avant la session plénière. Avant la plénière. Ok. Donc, moi, je vais aborder parce que quand j'avais entendu le discours de Jaya Gokul, elle a parlé de l'axe 3 de la recherche. Et si vous me demanderez qu'en est-il de la recherche sur l'inclusion au MIE, je dirais qu'il est là sans être là. Parce que si l'inclusion n'est pas explicitée dans les problématiques de la recherche au MIE, mais elle est implicite. Par exemple, si je prends le travaux de recherche de Shakil Acha pendant la période de la pandémie, où il a essayé de montrer
la technologie en termes de digitalisation, etc. Il a mis en évidence comment cette recherche a pu décortiquer ou bien mettre en évidence cette inégalité d'accès à cette technologie nouvelle. Donc, d'où l'idée de comment inclure, comment prendre l'inclusion avec une technologie qu'on est en train d'aborder, d'introduire dans nos pratiques de classe. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir et je suis très content que cette plateforme, pendant ces 2 journées, Journée nationale de l'innovation pédagogique organisée par la UFSI, hier, on a eu pas mal des idées en termes de cadre théorique qui pourraient soutenir notre problématisation de l'inclusion dans le contexte mauricien. Je fais référence aux travaux de recherche de, par exemple, la représentation de l'égalité des chances, le travail d'autres loulous de 2020 qui parlent de l'égalité d'accès, d'acquis, résultats et traitements. J'ai fait aussi du modèle SAMR, qui est la substitution augmentée, modifiée, résultat. Et il y a aussi des travaux de repères historiens, les travaux de Loulou et Siayen, les Choupou de 2023, qui parlent de repères conceptuels en termes de contenu, approche pédagogique, structure stratégique et structure politique. Donc ce sont des cadres théoriques potentiels que nos chercheurs en Maurice, en particulier au MIE, pourraient utiliser et essayer d'utiliser ça comme des références, comme microscope pour voir les problèmes contextuels en ce qu'il s'agit de l'inclusion. Maintenant, on ne peut pas parler d'inclusion sans parler de l'exclusion. Parce que l'exclusion nous permet de comprendre les problèmes. Et ces problèmes-là vont nous permettre de réfléchir comment introduire l'inclusion dans les pratiques de la formation, dans les pratiques de classe, dans les modalités d'évaluation, etc. Donc, à mon avis, on ne peut pas déconnecter l'exclusion et l'inclusion. Parce que l'exclusion nous permet de faire remonter tous ces problèmes, tous les défis, toutes les contraintes que les apprenants ont dû faire face dans leur parcours à l'école. Donc pour moi, on a commencé à réfléchir au MIE sur le drop-out, sur le burn-out, toutes ces problématiques, mais ce sont aussi importantes, toutes ces problématiques, c'est aussi important pour essayer de venir avec un cas théorique, contextuel, mauricien, pour vraiment promouvoir l'inclusion. Autre chose que je voulais vous dire, que l'AUF vient souvent avec appel de projet. Nous sommes très contents et il y a très peu de représentation de la part de MIE. Il y a un financement, mais la lourdeur des paperasses qu'il faut fournir nous empêche d'aller de l'avant. Moi, je vais suggérer que l'AUF met en place un desk ou bien un bureau qui va encadrer nos jeunes chercheurs au MIE pour pouvoir conceptualiser leur projet de recherche en français, le ficeler et pouvoir un financement pour mener à bien leur projet de recherche. Voilà, merci. Ça rentre dans le cadre de l'internalisation. Et autre chose, notre journal MIE, qui était autrefois composé que de chercheurs anglophones, depuis que j'ai pris la direction de la recherche au MIE, j'ai ouvert ce comité scientifique pour le journal. J'ai inclus des collègues de l'Université de Bordeaux et l'Université des Tours pour faire partie de ce comité scientifique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas seulement publier en anglais. Il faut publier aussi en français. Donc, à mon avis, l'internalisation, c'est pas simplement promouvoir l'anglophone, mais c'est aussi la francophonie. Merci. Je voudrais pour ma part rajouter l'importance en fait de faire la recherche sur les pratiques langagières. Surtout parce qu'on a un contexte qui est très particulier. Moi j'ai parlé d'un profil qui est beaucoup plus courant parce que nous avons ces enfants qui ont au moins 3 langues, des fois c'est 3 langues plus. Mais ce matin nous avons aussi un exemple où maintenant nous avons d'autres langues qui entrent en jeu.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à mettre de côté. Parce que nous avons beaucoup de travailleurs étrangers sur le territoire mauricien et ils ont de la famille, ils ont des enfants qui intègrent en fait notre système scolaire. Et là, ces données, c'est vous qui les obtenez. Bien sûr, l'idée ce serait de ne pas enfermer la recherche que quand il s'agit de venir suivre un programme. En vue d'obtention, que ce soit d'un billet, etc., etc. Mais pensez à une façon de mettre sur place un travail collaboratif entre des chercheurs au MIE et aussi des enseignants qui sont sur le terrain. Un travail collaboratif, un travail qu'on appelle on va faire de la co-construction. Ce ne sera pas le travail de la MAI, du MIE, ce sera un travail à la fois des enseignants et à la fois du chercheur qui va encadrer. Pourquoi? Peut-être, oui, nous avons une certaine expertise en termes de recherche, mais vous êtes les acteurs du terrain. Déjà, les problématiques, les idées, les questions, vous les avez déjà. Les données se trouvent dans vos classes. On ne peut pas laisser dormir ces données parce que le temps va très très vite, mais nous devons trouver des moyens d'agir et de réagir. Donc je vous invite vraiment à réfléchir. La recherche prend du temps, mais la recherche permet de faire avancer les choses. Par rapport à ce que j'ai évoqué plus tôt, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans d'autres contextes, mais pas suffisamment dans les classes mauriciennes. Et c'est ça qui a permis de mettre en avant des informations qu'on ne retrouvait pas nécessairement ailleurs. Et des informations qu'on pourrait utiliser pour nos enfants mauriciens. Merci. Merci Émilie, merci à moi aussi. Il faut conclure. Ouais. Voilà, pour conclure, je vais faire des recommandations à partir de tout ce qu'on a écouté. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on propose, on est quelque part toujours tributaire d'une politique éducative, quoi qu'il en fasse. D'abord, je parlerai des contraintes. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Si on veut on veut que les enseignants du primaire et du secondaire fassent partie de la recherche et ne croient pas que la recherche c'est pas fait pour eux, c'est fait pour que les gens qui sont engagés dans les études doctorales ou qui sont dans les universités, etc. Il faudrait pouvoir les encadrer d'une part, faire passer des messages et aussi, c'est ce qui est le plus important, c'est assouplir l'emploi du temps. Dans le sens que si quelqu'un décide de s'embarquer, il propose un travail de recherche et c'est accepté, on doit revoir son emploi du temps. Qu'il soit libéré pour pouvoir se consacrer à cela, partir aller dans les bibliothèques, dans les librairies, etc., aller faire des consultations, aller faire des rencontres, des gens qui vont être impliqués, à qui ils doivent faire peut-être des entretiens, pour pouvoir s'embarquer. S'il n'y a pas ça, on ne pourra pas. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est encore une fois comme c'était toujours le cas dans les vies, malheureusement. Je l'ai insisté quand on avait cette première rencontre dans l'aide sociétaire, cette heure pour vivre avec ça, on avait dit qu'on va faire cette recommandation à la fin de ce premier volet d'apprendre. Dans les recommandations qu'on va proposer concernant la recherche, c'est justement si on veut que la recherche ne soit pas limitée à des universitaires et qu'on invite les gens du primaire, les enseignants, qui sont des gens de terrain, qui ont des informations, qui sont capables de nous fournir des informations extraordinaires que les universitaires pourraient utiliser pour la recherche, il faudrait assouplir ça, il n'y a pas de doute. Ça, c'est très important. Donc, on est quelque part tributaire de la politique éducative. Et il y a un autre volet que je vais aborder qui est assez récent. Pour accéder dans les écoles, pour pouvoir aller dans un terrain de recherche, on doit maintenant passer par les ministères, passer par différentes instances pour pouvoir avoir l'autorisation d'entrer sur les terrains, faire valider notre type de recherche, qui se soit politiquement correct, peut-être quelque part, il faut le dire, sinon c'est rejeté. Mais la recherche, ce n'est pas sortir toujours des vérités, c'est expérimental, on ne sait pas où on va aboutir. On propose, ensuite sur les terrains, on va voir où ça nous mène. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. C'est à nous de voir comment ça peut devenir des données pour relancer la recherche dans ce domaine-là. Mais on ne peut pas limiter parce que l'éthique ne plaît pas à certains. On ne peut pas limiter parce qu'on ne peut pas rentrer sur les terrains pour aller consulter les gens, voir les étudiants, aller prendre les données. Il faut passer par une série de différentes instances, avoir des autorisations pour pouvoir accéder. Mais si on n'arrive pas à trouver des solutions à ce type de problèmes-là, on sera toujours dans 10 ans, dans 5 ans, dans le même état.
Donc, les recommandations qu'on va proposer, c'est quand même que cela pour pouvoir ouvrir ce domaine de recherche et rendre ça accessible à tout le monde. Voilà ce qui est l'élément de ma conclusion. On va ouvrir la session maintenant. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est bien. Alors, si vous voulez prendre la parole, faites-nous signe. J'aimerais juste peut-être faire part de la recherche que nous faisons chez nous au Québec. Alors, depuis plusieurs années maintenant, on avait la même problématique que vous, c'est-à-dire de faire la recherche avec les milieux scolaires. Donc, on fait de plus en plus ce qu'on appelle de la recherche collaborative. Alors, dans la recherche collaborative, on a un groupe de chercheurs et un groupe de praticiens. Alors, ces derniers peuvent être autant des enseignants, des conseillers, des inspecteurs que des chefs d'établissement. Alors, la manière que fonctionne la recherche, c'est que le besoin part du milieu, les chercheurs font la documentation, la recherche nécessaire, ensuite ils vont travailler avec les praticiens du milieu, avec une certaine formation en même temps, et ils vont les soutenir dans l'application des mesures qu'ils veulent mettre en place dans le milieu scolaire. Alors, pour ce faire, cette recherche collaborative-là, elle a aussi des contraintes. Alors, c'est pour ça qu'il est important chez nous que certains chefs d'établissement indiquent que leur école est une école ouverte à la recherche. Donc, on a comme des écoles affiliées à la recherche. Alors, toute la partie administrative, elle est là, hein, elle est toujours là, mais elle est facilitée parce que les écoles se sont identifiées comme partenaires à la recherche. Donc, ça veut dire que si vous avez un besoin, vous pouvez le soumettre, et si les chercheurs ont besoin, ils peuvent le soumettre aux universités. Et il y a comme une plateforme pour ça qui permet aux gens de communiquer ensemble et d'aboutir à faire la recherche. Et c'est sûr que la recherche, ça s'appelle la recherche, donc on n'a pas les solutions, sinon on ne ferait pas la recherche. Mais il faut avoir soit des hypothèses ou soit des façons de faire, et qu'on dise après ça, ben, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et je pense qu'on a suffisamment de sujets qui ont été abordés pendant les 2 journées pour pouvoir faire de la recherche collaborative dans votre milieu. Et juste à voir aujourd'hui, hier, le nombre de chefs d'établissement et d'inspecteurs qui sont ici, bien, pour moi, il y a un réel intérêt à aller plus loin par rapport aux changements qu'on peut apporter dans le milieu scolaire. Donc, il faut, oui, mettre des choses en place, oui, favoriser et parler de différentes instances pour que ça puisse être facilité. Alors, chez nous, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et oui, on a des budgets qui sont des budgets de recherche avec lesquels on peut libérer les praticiens à certains moments pour faire les rencontres, pour faire différentes activités. Ça fait partie de l'enveloppe du budget de recherche. Alors, pour y penser, il y a beaucoup de littérature sur la recherche collaborative avec des exemples, que ce soit au niveau évaluation, mathématiques, sciences, les langues et tout ça. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Alors, ce serait bon de voir à ce modèle-là pour votre Chez nous aussi, ça marche très bien de la C'est ça. Ça marche très bien. Chez nous aussi, c'est comme ça. Tant mieux. Alors, on prend les questions, si vous Oui. avez. Les questions, les commentaires. J'ai une question par rapport à... Oui. Je voudrais savoir, parce qu'on a plus l'habitude de faire des recherches en anglais qu'en français. Est-ce que c'est possible de le faire en anglais et d'avoir quelqu'un pour traduire en français? Le report. Alors, nous, chez nous, c'est... Alors, vous savez, le Québec est dans le Canada. Le Québec est français, le Canada, c'est anglais. Alors, nous, dans notre demande de subvention de recherche, il y a toujours un budget pour la traduction en anglais. Alors, on a des professionnels qui le font. Si on fait une proposition, et on peut faire une proposition et dans la demande qu'il y ait un traducteur. Si je me permets, Oui. je reprends ce que tu viens de dire. Je pense qu'il faut voir quel est l'objectif derrière. Si on a fait une thèse, par exemple, ou un travail de recherche, pourquoi l'idée de traduire cela?
Si c'est pour soutenir, en général, si on le fait en anglais, c'est pour se soutenir en anglais. Mais après, peut-être publication ou diffusion, là, on peut les faire. Mais ça, c'est libre à chacun de voir la nécessité, les besoins. Il y a différentes possibilités de les faire à ses propres frais ou alors trouver des moyens de financement de la diffusion. Mais on ne peut pas s'embarquer dans un travail de recherche sous condition qu'on va pouvoir les traduire. Dès le départ même, vous voyez, ça viendra après la soutenance. On ne peut pas parler de traduction quand la thèse n'est pas faite. On peut parler après, une fois que c'est... Je crois que il a tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça rentre dans la dissémination. Si vous êtes en train de cibler un monde plutôt francophone, donc si votre production de vos travaux de recherche est en anglais, donc vous êtes en train vous souhaiteriez cibler le monde francophone, là, ça demande une traduction de ce rapport en français et vice versa. Donc, la pensée pour conceptualiser la recherche, pneumatiser quelque chose que vous souhaiteriez explorer, ça n'a pas de frontière en termes de langue. On peut traduire dans n'importe quelle langue on veut aussi. En termes de financement, Ah si oui, la ça, c'est- finance et que la recherche se fait en anglais, est-ce qu'il y a une possibilité de flexibilité d'avoir Je pense qu'il y a à Maurice la possibilité de traduire dans n'importe quelle langue, même en allemand, en espagnol, etc. Il y a moyen de les faire, mais c'est à chacun de voir à ce moment. Mais les financements, nous, on n'aura pas de réponse, bien évidemment. On prendra les questions encore si vous avez dans la salle concernant la recherche, si vous vous sentez concerné par. Déjà. Oui. Ouais. Alors, une petite réflexion, comme Madame a dit, peut-être en collaboration, planification, parce que on est dans l'école, on a un cursus, on a déjà le plan de travail et tout d'un coup, on a voilà, un projet qui est là. Faute de temps, quelquefois, on ne peut pas, comme si, donner à fond. Les profs, ils ont leur plan de travail, etc. Mais peut-être avec la planification, avoir déjà au préalable, disons en décembre, on nous fait savoir que voilà, l'école sera prise pour ce type de projet. Alors les profs aussi peuvent donner de leur temps. Oui, absolument. On a changé. J'ai changé depuis, j'ai compris. Je sais compris comme c'est dans Charles de Gaulle, à Québec notamment, je pense. Et je crois que, oui, Shaquille est là. Nous sommes en train de travailler avec un autre établissement scolaire sur la même problématique STEM pour les centraliser sur les crises climatiques. Pour vous dire que nous sommes que un encadrant, des encadreurs. Mais on a laissé l'école à conceptualiser le projet de recherche, d'envoyer la demande pour avoir l'approbation du ministère de l'Éducation en ce qui concerne l'aspect éthique de la recherche, qui est en cours de route. J'espère que tout ça va se passer très bien. Et le financement est là, donc pour vous montrer que nous sommes en train, en même temps, au MIE, d'essayer de renforcer la capacité de recherche pour nos enseignants, en tous les cas, pour l'instant, au niveau secondaire. Donc, il y a 4 écoles, il y a une école, mais on va étendre ça à d'autres écoles, n'est-ce pas, Shaquille, à d'autres établissements pour faire la même chose. Donc, on est passé avec vous, madame, il y avait 4 établissements avec qui on a travaillé. On est venu avec un projet de recherche qu'on a imposé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais maintenant, on a travaillé avec des établissements où les établissements ont eux-mêmes conceptualisé le projet de recherche avec les activités, avec le budget, etc. etc. Voilà. On va surveiller cette extension du mail, surtout chacune, parce que tu as été mentionné des trois fois. Je crois que Mila a une question à poser. Mila, tu souhaiterais? Merci. Je suis Mila Siroten-Dosia du MES. Là, tu disais tout à l'heure par rapport à la littérature qu'il y a très peu d'élèves. J'ai quelques statistiques pour toi. Donc en 2022, au niveau de SI, on avait 3861 candidats au niveau SI. Et puis en 2023, on s'est retrouvé avec 760 candidats en moins. Donc 3101. Et quand tu regardes les statistiques de réussite,
En 2022-2023, ça fait dans les environs de 77%. Mais quand tu regardes qualitativement, il n'y a qu'en 2023, il n'y a que sur les 3101 candidats, il n'y a que 1278 qui ont eu grade 1 à 6, c'est-à-dire le credit. Donc, je pense que 2022, c'est la même chose, sur 3861, il n'y a que 1728, donc 44% environ qui ont eu un credit 1 à 6. Je vais totaliser ça. Donc, je pense que ton idée de faire une recherche dessus, le pourquoi, le comment, c'est important parce que ces élèves-là vont dans des écoles publiques partout. C'est pas centré dans une région, c'est sur toute l'île. Aussi, deuxième chose, c'est qu'au niveau du NCE, ce serait bien s'il y ait un review pour la littérature, parce que quand même... Je vais faire passer les messages. Merci. Merci pour ces données statistiques. Si vous faites une recherche sur le résultat, moi, quelque chose m'intrigue comme inspectorat, c'est que les élèves vont au secondaire, après avoir reçu le PESAC, mais au bout de 2 ans, 3 ans, si on refaire le PESAC, ils vont échouer. En littérature. Non, général. Non, moi je parle des statistiques, c'était sur la littérature. Il y a une explication, c'est là, ce problème des littératures. Vous savez, on a tendance à oublier une chose dans ce processus d'apprentissage et de faire monter la littérature chez les enfants. Les enfants adorent les histoires. Quand ils sont à la maternelle, ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Ils sont déjà dans la littérature. Quand ils rentrent en primaire, il n'y a pas de littérature. Il y a la lecture-compréhension. Quand on revient en secondaire, on introduit la littérature, mais ça reprend un tout petit peu la lecture-compréhension. Vous voyez, cette coupure qui existe dans les systèmes scolaires, dans ce rapport de l'élève à la littérature, est très alarmant parce que 5 ans, 6 ans, ils sont coupés de la littérature. Si on avait continué après la maternelle, si vous voulez, dans la première année du primaire, continuer à travailler sur les histoires, raconter, écouter les plaisirs du texte, l'enfant aurait moins de problèmes quand il arrive au secondaire de faire son entrée en littérature. Il ne passerait pas nécessairement à ce moment-là par cet exercice de lecture et compréhension qui nuit à la littérature. Ça expliquerait les conséquences, ce n'est pas seulement au grade 5, grade 8, c'est après. Parce qu'on continue à appliquer cet exercice de lecture et compréhension qui n'est pas du tout. Si l'enfant n'a pas réponse à la question, lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que je dois donner comme réponse à cette question-là? C'est ça qu'il croit qu'il doit reproduire pour l'examen. Il ne fait pas la littérature, on n'enseigne pas la littérature, il n'y a pas l'apprentissage de la littérature. C'est tout à fait... Le volet de la littérature mérite des réflexions approfondies et des différentes dimensions par rapport aux autres disciplines. Je ne dis pas que c'est supérieur aux autres disciplines, mais c'est différent. La littérature, c'est une spécificité qui mérite des considérations très spécifiques par rapport à cette vie. Ça, on doit réfléchir, et c'est vous, les gens du terrain, qui doivent voir un petit peu comment relancer. Il ne faut pas perdre de vue cela, il ne faut pas non plus laisser la littérature disparaître de notre système scolaire. Ce serait trop dommage. Tout à l'heure, je faisais les liens avec les développements personnels des enfants. Et c'est très important de réfléchir là-dessus. Je voudrais réagir. Là, on a eu déjà 2 possibilités de recherche. Parce que les problématiques ne peuvent pas venir que d'un point de vue niveau, par exemple, des universitaires. Les problématiques doivent venir du terrain. Et quand on parle de collaboration, nous avons aujourd'hui des personnes qui sont à l'école, maîtres d'école, mais on peut aussi avoir des enseignants. Mais la recherche collaborative peut aussi se faire avec le quality assurance, parce que c'est une autre perspective. Là, vous évoquez peut-être des hypothèses, mais ces hypothèses doivent être vérifiées et aussi en étendant un petit peu, peut-être en prenant des écoles avec différents profils pour voir quelle est la tendance. Mais la recherche, c'est aussi avec le MES, parce que vous abordez la partie d'évaluation, vous avez des statistiques, vous avez des rapports. Tout est relié. Qu'on le veuille ou non, tout est relié. La formation, l'enseignement, l'évaluation, l'inspectorat, tout est relié. Et c'est là que si on travaillait, on faisait vraiment plus de recherche collaborative, on arrivait à changer des choses. Au lieu qu'on dise des résultats, on se dit, on n'est pas concerné parce que moi je vois autre chose. Oui, voir autre chose, c'est bien. Et c'est là que ça peut ouvrir dans la même recherche une autre perspective. Et c'est pour ça qu'on encourage à ce qu'il y ait plus de recherche collaborative.
Merci. Je pense qu'il est grand temps que dans le système scolaire primaire et secondaire, que les écoles ont les banques des données concernant les recherches pour encourager les propres membres du staff à aller. C'est fait comme ça se passe au MAI. Il y a beaucoup de gens qui rentrent qui n'ont pas fait des études doctorales. Et puis finalement, ils trouvent que par rapport à ce qu'ils sont en train de faire dans les systèmes éducatifs, il y a possibilité de mener une recherche dans ce domaine-là. Ça se passe comme ça au MIE. Pourquoi pas dans les secondaires, pourquoi pas dans les primaires? Vous êtes sur les terrains, si chaque école essaye de faire une collection des données et avoir une banque des données, les enseignants qui souhaiteraient faire la recherche dans ce domaine-là, ils sont déjà indiqués, ils ont déjà des informations, quelle orientation prendre par rapport à la recherche. Et ils sont déjà sur les terrains, ça faciliterait également, et en même temps, ça sera utile pour tout un chacun par rapport à la recherche. Je pense que ça, il faudrait réfléchir. Pourquoi pas les écoles essayent de créer ces banques de données à partir des constats et des observations de ce qui se passe dans les écoles. Je crois dans notre. Mes collègues NDE sont au courant dans notre formation, par exemple, le PTC, il y a ce qu'on appelle le Professional Practice Seminar. Et un de ces séminaires concerne l'analyse d'un incident critique. Tout à l'heure, ce matin, on avait vu une vidéo projetée par un des écoles, je crois que c'était le dernier, ou Pascal, c'était Pascal, l'enfant s'appelait Pascal, qui hurlait dans la classe. Donc c'est un incident critique qui peut être utilisé pour problématiser et le faire devenir un sujet de recherche. Donc, pour moi, l'école, c'est un champ fertile. Ce matin, on a parlé des semences, les ingrédients pour la germination. Donc, pour moi, les sols fertiles, ce sont les établissements scolaires, et les semences, c'est vous et nous. Et donc, les ingrédients, c'est nous-mêmes. Donc, il ne faut pas aller se chercher ailleurs. Donc, nous sommes les incubateurs des établissements. On doit faire remonter toutes les problématiques, les données, comme disait Veil tout à l'heure, juste à l'instant. Ces données sont importantes pour la formulation des policies. Le ministère de l'Éducation nous demande sur quoi basez-vous pour nous proposer des politiques. Donc les politiques ne viennent pas d'un vide. Le politique, ça vient des données, des données empiriques. Donc c'est avec ça qu'on peut convaincre le ministère sur des recommandations qu'on voulait proposer pour la réforme de l'éducation dans tout son ensemble. Voilà, merci. D'autres questions? Sinon, je pense que les grains livrés ont trouvé des terrains propices. Allez-y. Micro. Je me suis posé la réponse cantorienne. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, sûr. Je suis Dan, Dan Signali, si vous voulez, du ministère. Primo, vous dire merci pour avoir cet espace pour la recherche qui est important. Et je pense que, personnellement, c'est bien que ça vienne à la fin, parce que ça nous aide à réfléchir davantage comment faire basculer certaines preuves pour améliorer le tout. Bon. Il y a de bonnes choses qui ont été dites, rien à dire là-dessus. Côté littérature, j'étais absolument d'accord. Ça fait quoi? Plus de 40 ans auparavant, j'ai vu cette tendance quand j'étais encore enseignant de la littérature, des classes qui arrivaient à se réfléchir complètement pour devenir 3 ou 4 élèves au max. Donc je peux comprendre ce concern, comme on dit. Je suis absolument d'accord avec l'interdisciplinarité qui est très très importante, je pense. Mais là, nous avons des hicks. C'est à qui profite la recherche? Je ne veux pas dire à qui profite le crime. Vous savez, malheureusement, il y a certains mythes qu'il nous faut détruire. Le premier des mythes, par exemple, c'est que on fait la recherche collaborative parce que ça profite à certains qui se trouvent dans les institutions comme le LU, pour la promotion, pour avoir... Non, ça le font ouvertement là-dessus, d'accord?
Donc nous avons toujours une tendance à penser, moi je pense que c'est un mythe. Si on arrive à vraiment avoir les enseignants faire la recherche, je pense que ce sera primordial, mais cependant il faut vraiment donner cet encadrement pour voir qu'il y a un élément de rien de personnel là-dedans, c'est pour la recherche. Et c'est pas quelque chose. Par exemple, j'entends M. Raman qui est en train de dire quelque chose que je trouve, moi, personnellement, aberrant. D'accord? Venir avec une preuve anecdotique pour dire une supposition. Excusez-moi, je prends ça avec une pincette. Bon, ceci est non. Il nous faut également voir, je reviens avec cette idée très importante. Tu avais pris quelque chose tout à l'heure qui concerne par exemple le côté la politique éducative qu'on pourrait influencer avec la recherche. Certainement c'est le cas. Il n'y a pas son là. Seulement il nous faudra établir des passerelles. On ne sait guère ce qui se passe dans les institutions où la recherche est encouragée. La recherche, les conséquences, les résultats de recherche restent quelque part et ne viennent pas influer sur la politique ou bien les politiques éducatives. Donc il faudra voir comment on va établir des passerelles qui devraient exister, je pense, entre nos institutions et le ministère. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait vraiment discuter là-dessus, mais on va le faire plus tard. Merci. Merci pour cette intervention. Je pense à des moments de réflexion, bien évidemment. C'est vrai, c'est ce que vous venez de dire, c'est une question de perspective d'abord. Ensuite, je pense que si la recherche, ce qu'on essaie de préconiser depuis le début, c'est que la recherche doit s'ouvrir. Hein, ça doit s'ouvrir, ne pas rester, comme je disais avant, un travail qui va finir dans le tiroir. Il faut que la recherche ait les liens entre théorie et pratique. C'est un peu l'objectif de ce volet de recherche, c'est pour ne pas rester que dans la théorie, d'où la nécessité d'aller vers les enseignants, vers les élèves, etc., trouver des terrains de recherche et que rendre la dimension de la recherche beaucoup plus pragmatique qu'elle a tendance à être. Ça, je suis tout à fait d'accord. Si on va vers ces volets-là, à ce moment, les ponts est établi entre différentes instances, parce que ce sera apporté à la connaissance. Quant à la question de savoir à qui profite, pas les crimes, mais la recherche, est-ce que c'est pour avoir la promotion? C'est une question de perspective. On pourrait éventuellement dire que la promotion aussi profite de la recherche, parce que les gens qui savent que le fait de faire la recherche seront promus, c'est donc une façon ou d'une autre, l'un apporte son lot à l'un l'autre, on va dire. La recherche contribue à la promotion contribue à la recherche. Parce qu'effectivement, parfois, s'il n'y a pas une reconnaissance des travaux de recherche derrière sous forme de promotion ou autrement, les gens ne seront pas au de la recherche. C'est probablement ce qui se passe aussi dans les systèmes éducatifs, dans d'autres primaires ou secondaires. Je ne pourrais pas dire nécessairement que c'est uniquement pour ceux qui vont être reconnus, avoir les noms, avoir les promotions, etc. C'est à qui profite la recherche, mais je pense que le fait que ça existe, qu'il y a un lien en promotion dans n'importe quel établissement et un travail de recherche comme n'importe quelle autre chose, que ça profiterait à l'un comme à l'autre. C'est une question de perspective. Moi, je les vois dans ce sens-là. J'ajouterais que tous les travaux de recherche qu'on fait, M. Dancing a dit, nous avons annuellement une plateforme qu'on organise, qu'on appelle Research Week, Research Conference, où tout le monde vient présenter leurs travaux de recherche. Donc ça ne reste pas dans le tiroir, ce n'est pas pour notre promotion personnelle non plus, c'est aussi pour disséminer les données, pour que les gens viennent écouter et on voit un rapport intégral au conseil d'administration d'INE qui, à mon avis, doit envoyer ça au ministère de l'Éducation. Donc, il y a publications aussi qui sont publiées. Donc, voilà, donc c'est pas... Et lorsqu'on conceptualise les projets de recherche, il y a un volet Benefits of the Research. On documente quels sont les bénéfices.
personnel, institutionnel, sociétal, environnemental, etc. Donc tout est bien établi dans les critères qui est établi à la fois dans le formulaire du MIE si la recherche est financée par le budget du MIE ou dans les formulaires proposés par la commission de l'enseignement supérieur qui nous demande tous ces bénéfices qu'on doit implémenter. Voilà, merci. Oui, je me permets de rajouter aussi par rapport à ce que tu veux dire, Anne-Laure. Il faut savoir que lorsqu'on s'embarque dans la recherche, par exemple, dans notre cas ou MIE, tous les personnels, ils doivent répondre à un certain nombre de questions par rapport à quel est le bénéfice de l'institut, les enseignants, les apprenants de manière directe, et aussi parce que parfois, les gens qui sont embarqués dans la recherche sont financés par le MIE, on obtient ça à travers les staff development, un fonds pour la recherche, et que ces gens-là sont redevables envers l'institution d'une manière ou d'une autre, et ensuite, tous les travaux de recherche qui ont été financés par l'institut sont placés dans la bibliothèque du MIE pour consultation par nos étudiants et stagiaires. Donc ça ne reste pas, encore une fois, dans les tiroirs, c'est disséminé. Les gens utilisent cela pour leurs propres recherches, pour leur implémentation, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, à la remarque. Merci. Alors, on voit qu'on doit vraiment favoriser un discours, un dialogue entre la recherche, l'administration, les écoles, pour que tout le monde puisse parler et aller dans le même sens pour favoriser toujours l'apprentissage de nos enseignants et des environnements inclusifs. Alors, je vous remercie beaucoup de cette participation à cette table ronde sur la recherche. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Merci à tout le monde, merci à tous les intervenants, à toutes les idées suggérées, à toutes les questions. Ça nous aide à réfléchir également, nous, dans nos programmes de recherche aussi, pour essayer de revoir comment, selon vos interventions, on pourrait peut-être revoir aussi notre façon de faire. Merci en tous les cas de votre attention. Vous avez un mot de la fin? Pour moi, ça a été une journée très riche, puisqu'on va clôturer ces 2 journées. Donc, il y a eu pas mal des idées en termes d'axes de recherche sur l'impulsion ou exclusion, plutôt l'impulsion, qui je souhaiterais voir venir au MIE ou bien ailleurs pour un financement pour pouvoir remonter des données qui pourraient nous permettre à redynamiser notre formation des enseignants en ce qui concerne l'inclusive education. Merci pour cette opportunité. Surtout, je dois te remercier pour m'avoir fait partie de cette table ronde. Merci beaucoup.